Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Café Noir et Tableau Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. Sujet du jour, notre road trip à travers le Canada. Je l'ai mentionné rapidement dans un de mes podcasts précédents, le 18 mai soulignait les 1 an de notre départ à travers le Canada, d'est en ouest. Cette évocation a réveillé bien des souvenirs chez les membres de notre équipage d'alors, et de temps en temps, je l'avoue, sur le groupe Messenger qu'on s'était créé pour l'occasion, on s'envoie une photo souvenir ou une anecdote qui nous a fait penser au voyage encore maintenant. Et oui, ce road trip nous a marqués. Si de votre côté, chers auditeurs, auditrices, vos projets de voyage ou vos plans de vacances sont tombés à l'eau et que vous contemplez l'idée de prendre la route, si vous êtes vanlifer ou simplement des amoureux du voyage, alors définitivement, ce podcast devrait vous plaire. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai une partie de l'équipage, mais peut-être qu'on pourra faire une partie 2 avec les 2 autres une prochaine fois. Aujourd'hui avec moi, Mario Courchaine. Tu as cofondé Le Bon Trait d'Union avec moi et depuis ce road trip, nous nous sommes mariés. Dans notre histoire à tous les deux, comme dans nos vies respectives, ce voyage nous a fait sortir de notre zone de confort. Pas toujours facile sur la route, entre le stress, les responsabilités, la fatigue, les tournages, mais man, on s'en est bien sortis et avec toi, j'irai jusqu'au bout du monde. Bonjour Mario. Wow, bonjour, belle introduction. Il y a aussi Martin Amiotte. Alors Martin, toi tu étais un ami de la famille, tu l'es toujours. Rassurons tout le monde, tu es même un voisin maintenant, et avant de partir, tu étais chauffeur de taxi. Tout au long de ce road trip, tu étais le chauffeur, même si tu as quelquefois prêté le volant aux garçons qui mouraient tous d'envie de conduire le VR, on va se le dire. Tu étais aussi le Chief of Operation, le gars qui gère l'univers du VR. Mais surtout, tu étais notre ancrage, celui qui nous ramenait toujours à la chance qu'on avait d'être là, à l'instant présent, peu importe où on était. Bonjour Martin. Bonjour, merci, belle introduction. Alors, je vous propose qu'on mette un contexte. Avant de commencer, c'est vrai que c'est une histoire qui peut sonner un peu folle. Mario, je commencerai avec toi. Ce podcast s'appelle Café Noir et Tableau Blanc, mais il aurait pu s'appeler, et il a failli s'appeler, Vin Rouge et Tableau Blanc. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et du coup, comment ce road trip est apparu dans nos plans? Oh wow, oui, puis on n'exclut pas la porte à ce que je trouve qu'il y ait un vin rouge et tableau blanc parce que le processus est le même qui nous a amené un peu à ça, c'est de mettre un tableau blanc puis de partir de rien puis de dire qu'est-ce qu'on veut faire, part d'un objectif, donc qu'est-ce qu'on veut faire, puis ensuite on lance les objectifs, les rêves là-dessus avec un verre de vin rouge et on en fait une déduction qui arrive à quelque chose qui commence à ressembler à un concept, puis notre idée c'était de vendredi soir, je me souviens encore, un vendredi soir, presque 1 an avant, on était ensemble, on s'est dit, bon, maintenant que j'ai quitté mon emploi, qu'est-ce qu'on fait? On veut voyager, ça serait bien de traverser le Canada, puis c'est mon pays, toi, t'es française, t'arrives ici, donc on veut aller montrer mon pays, puis c'est à partir d'un concept comme ça, puis voilà. Je pense que c'est intéressant de dire que ça a l'air fou, cette aventure. C'est parti d'un rêve, d'une envie, mais finalement, ça s'est ficelé entre l'envie de voyager et puis quand on l'a réalisé, il y avait à la fois, je pense, la chance qu'on avait comme jeune compagnie d'avoir un client qui a embarqué avec nous et puis qui était un contact de longue date quand même. Et puis en même temps, notre histoire personnelle avait ce storytelling parfait de qui prend mari, prend pays, qui allait, qui s'accordait très bien. Oui, puis c'était, tu sais, le client en question, c'était Vistec, une compagnie de PVC, puis je trouvais tellement gratifiant de dire aux gens, oui, on s'en va traverser le Canada avec une petite équipe, on est 5, on va faire 45 jours, on va traverser d'un bout à l'autre, puis comment on fait pour payer ça? On le fait pour un client qui est une compagnie de PVC. Les gens n'ont pas compris jusqu'à ce que, bon, tu racontes l'histoire du pourquoi, justement, qui prend mari, prend pays, la trame de fond de notre voyage de Hélène et Mario. Mais en même temps, ce client-là, Vistec, avait des franchisés à travers le Canada, puis leur volonté de démontrer cette force-là d'un réseau pan-canadien, mais qui avait la même force d'un local, ça fitait, pardonne l'expression, mais ça fitait parfait dans ce qu'on voulait faire, donc d'aller explorer pas la façon conventionnelle des choses, puis de commencer avec le Canada.
C'est vrai qu'il y avait l'exploration du pays et puis l'exploration du pays à travers les yeux des franchisés de cette bannière qui fondamentalement sont à la fois de très bons ambassadeurs de leur communauté, mais aussi des personnes qui nous ont tous touchés énormément, qui nous ont accueillis les bras ouverts et puis qui ont joué le jeu de recevoir cette équipe et puis de nous ouvrir les portes de leur travail, mais aussi de chez eux, puisque c'était un petit peu le thème des vidéos. Et là, Martin, moi, je me retourne vers toi parce que, évidemment, l'histoire qui était racontée, c'était Hélène et Mario. Mais dans la vraie vie, c'était pas juste Hélène et Mario qui sont partis faire le tour du Canada. C'était toute une petite équipe parce que c'était quand même une production assez énorme. Est-ce que tu te rappelles le moment où on t'a proposé de sauter dans l'aventure avec nous? Ouais, je me rappelle, puis j'ai même pas hésité. J'ai même pas hésité une seconde. C'était sûr, c'était tout naturel. C'était clair que j'étais la personne pour faire ça, puis Ça a été le cas. ça a été le cas. Toi, à l'époque, tu avais une autre job qui était chauffeur de taxi. Ouais. Évidemment, c'est pas très compatible d'arriver un jour et de faire à son patron « Bon, salut, on se voit dans 2 mois et demi ». Toi, t'as carrément pris quand même un gros risque Ouais. en te lançant dans l'aventure. Ouais, mais j'avais un patron compréhensif, pareil, j'avais averti d'avance, un bon mois d'avance. Fait que, en revenant, mon poste était libre si je le voulais. Mais c'est sûr que mon but, c'était de pas revenir, de pas refaire ça. Alors, t'es quand même à l'aise derrière un volant, on le comprend. On s'entend aussi que Mario confierait pas sa vie à n'importe qui derrière le volant. C'est la seule personne avec qui j'ai assez confiance de pas moi conduire. On s'entend, j'aime beaucoup conduire. Puis mais Martin il m'a assez transporté à toutes sortes de moments dans ma vie que c'est la seule personne à qui j'ai confiance avec ma vie. Toi, Martin, qu'est-ce qui t'a motivé au moment où t'es embarqué? Est-ce que ça a été l'envie de voyager? Est-ce que c'était l'expérience d'une conduite différente? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Moi, c'était vraiment voir du pays. Je voulais... le plus loin que j'étais allé, c'était Niagara. Puis j'avais jamais vu le reste à part télévision ou des reportages. Fait que c'était vraiment aller voir mon pays que je connaissais pas. Est-ce que tu t'es dit, à un moment donné: «Mais c'est des fous, ça va pas se faire», comment est-ce que tu as accueilli cette, parce qu'à la base, quand on t'arrive avec cette idée en te demandant: «Hey Marthe, on a l'idée de partir traverser le pays en VR, ça te tente-tu?» Est-ce que tu t'attends à: «OK, on va vraiment le faire»? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Moi j'étais sûr que ça allait se faire. Ouais, j'ai accepté, puis j'ai averti tout de suite mon boss que telle date à telle date. Puis les dates même étaient même pas encore précises. On savait à peu près ça allait être quand. Puis ouais, moi, j'avais pas de doute, là. Ça allait se faire. Comme tu dis, on se connaissait pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que ça a pas été un frein ou tu t'es pas posé la question de: est-ce qu'on va bien s'entendre? Comment ça va se passer?» Non, du tout. Je me suis pas posé ça. Non. Je dis pas que j'ai jamais eu de doute, que je me disais tout le temps tout va bien aller, là. Mais non, ça a pas influencé ma décision, zéro. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de la préparation, tout ce que ça a pris avant de partir. Parce qu'entre le moment où on a eu cette idée, le moment où tout a été signé avec le client et le moment où on a vraiment mis les pieds dans le VR, qui a stationné quelques jours dans notre rue, donc tous les voisins ont fait le tour pour voir ce qu'on allait faire, il y a eu une préparation. Je dirais côté travail, côté VR et côté humain. Alors commençons peut-être avec toi, Mario. Côté travail, qu'est-ce qu'il a fallu prévoir dans ce road trip qu'on a bien fait de prévoir? Commençons par là. Wow! Tu vois, on a fait 45 jours, 16 000 km. J'avais jamais mis les pieds dans un VR à part dans un concessionnaire ou quelque chose comme ça. Mais c'était tout ce qu'on a planifié, qu'on a pu se poser comme question sur ce fameux tableau blanc-là. Est-ce que ça peut mal aller? Qu'est-ce qui peut aller mal et qu'est-ce qu'on pourrait préparer? En fait, je pense que tout ce qu'on avait pu préparer est allé mal et plus. Donc, la préparation, oui, elle a aidé, mais il est arrivé tellement de choses qui ne sont pas possibles de préparer. Donc, la première chose, c'est tout le côté organisationnel, légal, au niveau de les assurances, les permis, qu'est-ce que ça prend, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on peut pas, on avait on faisait du drone, c'était pendant qu'on changeait la législation gouvernementale. Donc, il y avait plein de facteurs autour d'une production sur roue dans plusieurs provinces au niveau légal parce que c'est commercial.
Puis au niveau du calendrier aussi, on était un petit peu tenus parce que on était sur la route 45 jours, mais les capsules vidéo allaient devoir sortir pendant qu'on était en route. 2 semaines. On s'était donné un objectif de 2 semaines après la journée de tournage pour faire la diffusion des capsules finales. Donc, très rapidement, on parle de... On tourne, on est... Peu importe où est-ce qu'on est dans le pays, on fait les liens. Donc, on faisait des liens entre les images qu'on avait tournées pour faire la narration. Donc, on avait une autre journée de production, une partie de journée de production qu'on devait faire pour faire les liens. Ensuite, on faisait l'expédition des disques durs à Montréal chez Production Kenya, qui est un ami qui s'occupait de la post-production avec son équipe. Donc, il y avait la coordination et les monteurs. Puis ensuite, avec le client, de faire les allers-retours, les corrections. Et je vois le sourire. Tu te souviens de ces moments-là à différentes heures de décalage, dépendamment de l'endroit, et pour finalement arriver avec une diffusion sur les médias sociaux à l'intérieur de 2 semaines. Ouais, et puis là, tout à l'heure, on discutait, Martin, en préparant ce podcast, et tu me disais, maintenant, moi, quand je vois des vidéos de documentaires, je pense toujours au gars derrière, à l'équipe technique. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué côté travail? Beaucoup d'équipements. Que tu as porté? Ouais. Beaucoup d'équipements à porter, mais c'est un travail aussi, Max. J'ai appris à connaître comme une autre vision de voir les choses, une autre façon de voir les choses. Avant ça, moi, j'étais tout le temps assis dans le divan derrière la télé. Là, j'ai pu voir de l'autre côté comment ça se faisait. Puis non, c'est une belle expérience. C'est ça, tu mentionnes Max. Max qui était notre œil de réalisation, de directeur photo. Joël, tu l'as mentionné avec le drone qui était notre caméraman et le pilote de drone qui venait d'être certifié tout juste avec la nouvelle législation. C'est vrai que les garçons, il fallait préparer beaucoup en amont le tournage et puis aussi faire valider les scénarios sans parler. C'était un gros travail de ce côté-là. Mais côté travail, ça c'est pour le tournage, il y avait aussi tout le calendrier parce qu'on avait booké toutes nos entrevues avec les gens qui nous attendaient. Il fallait tenir ce calendrier. Et là, je me retourne vers toi, Martin. Tu étais le chauffeur et il fallait qu'on aille d'un point A... Le gardien de l'horaire. Point A à un point B en un temps relativement record, j'ai envie de dire chaussée brisée. Ouais. Chaussée brisée. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? L'île du Prince-Édouard. Chaussée brisée, c'est l'île du Prince-Édouard. Mais c'est tout ce qu'il y a de brisé là-bas, parce que le reste, c'est fantastique. Mais pour ce qui est de l'horaire, disons que c'était dur à suivre. C'était pas évident. Surtout qu'il y avait un petit peu d'indiscipline des fois. Dit-il en me regardant. Mais on s'en est bien sorti, pareil. Il y a eu des journées de route, des journées de roche, des journées de déroche, de tournage, de liens, mais c'était agréable. C'était agréable, puis on a profité de chaque journée de repos qu'on a eu. On a profité pleinement, ça c'est sûr. Qu'on a eu ou qu'on n'a pas vraiment eu. Enfin, qu'on a eu après. Hein. Côté travail, c'est vrai qu'il faut préciser, comme on devait tout le temps être soit en tournage, soit sur la route, le VR était à la fois notre maison, notre véhicule, notre studio d'enregistrement, la salle où on faisait le début du dérush, nos meetings. Bon, alors des fois, c'était quand même plus sympa. C'était autour d'un feu de camp dans un camping en bord de rivière. Donc ça, c'était quand même pas mal. Mais c'est vrai que ce VR était devenu un peu tout. Ouais, c'est tout. Comme tu dis, studio de tournage, la cafétéria, les loges, tout ce qu'il peut avoir sur un plateau de tournage, c'était dans le VR. Dans le VR. Puis c'était drôle parce que moi, je vous avais raconté, je m'appelle Hélène et dans ma génération en France, il y avait ce show de Hélène et les garçons. Et donc mes parents, c'est la première chose à laquelle ils ont pensé. Hélène et les garçons font le tour, font la tournée au Canada. Maintenant, si on parle de la préparation du voyage côté VR, on était un équipage de 5 adultes et un chien, plus du matériel de tournage, et on est parti avec un 33 pieds. D'abord, je me retournerai vers toi, Martin, encore par rapport à la visite qu'on avait eue chez Lupien, qui étaient ceux qui nous ont prêté le VR. Il y avait cette préparation de poser vos questions. Alors moi, j'avoue, j'ai suivi d'un côté avec une oreille un peu dilettante. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet accompagnement avant de nous donner le VR? Ben, c'est important, puis je pense que c'est important, peu importe la personne
que tu aies de l'expérience ou pas avec un VR, quand tu changes de modèle ou tu prends une autre sorte de VR, d'avoir l'explication à nouveau juste pour rafraîchir, c'est toujours important. Est-ce que il te parle notamment du gabarit? Qu'est-ce qui te dit exactement quand il te remet les clés du VR? Les spécificités, l'électricité, la plomberie, vérifier les niveaux, ces affaires-là. Pour ce qui est de l'aménagement, puis tout ça, c'est plus, j'imagine, chaque personne qui doit décider de ce qu'il veut à l'intérieur. Lui, c'était plus comme un contrôle technique. D'accord. Savoir comment utiliser les spécificités électriques puis pour la plomberie. Est-ce que c'est assez, je dirais, accessible? Ouais. C'est-à-dire, moi, qui ai des connaissances très, très limitées, à savoir, je sais où remettre du lave-glace dans ma voiture, mais c'est à peu près tout. Est-ce que je pourrais quand même m'en sortir avec ces explications? Est-ce que... Ouais, je pense que oui, c'était assez simple. C'était de base. Après, je vais rajouter, ça veut pas dire qu'il se passera pas des choses qu'il t'aura pas expliquées. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est arrivé à plus d'une fois. Comme ça nous a pris, je dirais, 5-6 jours avant de réaliser qu'il fallait brancher pour avoir du courant dans le VR, il fallait brancher notre prise qu'on branche au camping dans une prise dans le VR. Petit détail. Ou, si je me souviens bien aussi, juste à l'entrée des Rocheuses, c'était au niveau de la batterie, c'est ça? Pour ajuster l'altitude sur la batterie. Pas la batterie, sur la génératrice. Donc ça, c'est quoi exactement? Ben, plus tu montes en montagne, moins qu'il y a d'oxygène, puis la batterie, elle reste, pas la batterie, mais la génératrice, ça respire, ça prend de l'air, puis ça dégage de la chaleur. Puis plus qu'on monte en altitude, il y a un niveau sur la génératrice exprès pour l'ajuster. À mesure que tu montes à chaque comme 1500 ou 2000 mètres, tu peux ajuster ça. Donc, mesdames, messieurs, si vous comptez prendre la route avec un VR, 1. Demandez au gentil petit monsieur chez Lupien. 2. Vidéo YouTube. 3. Bonne chance, ça va bien aller. Vidéo YouTube, ça m'a fait refaire la plomberie d'un VR. Oui, c'est vrai. En plus, c'était de ma faute avec le café. Ouais. Au niveau de 33 pieds, c'est quand même un énorme gabarit. En tout cas, vu de l'extérieur, parce qu'avec 5 dedans et un chien, bon, plus ou moins, mais de l'extérieur, 33 pieds, c'est quand même un gros gabarit. On avait une chambre fermée, une cuisine, on avait une extension. Au niveau du déplacement, quand tu as planifié les déplacements, à quoi est-ce que tu devais faire attention dû au gabarit de ce véhicule? Les routes, les petites routes avec beaucoup d'arbres. Puis, bien important de ne pas croiser de ponts couverts. les ponts couverts, ça passe pas. Mais, ce qui est positif, c'est à moins d'être vraiment à l'autre bout du pays, puis qu'il n'y ait pas d'autre sortie que l'océan, habituellement, il y a toujours un détour pour ces places-là. Moi, ce qui m'a étonnée, c'est quand on a préparé, avant de partir, je me souviens, j'avais fait toute une épicerie avec des victuailles, avec les petits déjeuners de chacun, avec chacun ses préférences, du café, on en avait. On en avait même dans les tuyaux, n'est-ce pas? Je le recommencerai plus. Mais au niveau de l'épicerie et de la bouffe, je trouve qu'on a mangé plus sur la route que je ne le pensais. Et pourtant, on avait une cuisine qui était quand même bien équipée. On a fait une sauce barbecue avec un tournage dans un camping, mais... moi, je dirais, mon petit conseil, c'est peut-être de préparer autant de choses d'avance que vous pouvez, en sachant que le frigo est quand même petit. Et sinon, ce qu'on avait découvert, c'était les pots dans lesquels vous mettez tout à la fois, vous secouez, shake avec la sauce, et puis hop, on peut manger en route. Est-ce que vous, c'est au niveau de cette organisation, les garçons, vous étiez moins du côté frigo bouffe, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez remarqué ou qui vous a étonné par rapport à vos habitudes à la maison alimentaire ou quoi? Ouais, en fait, faut calculer, on n'était pas non plus en vacances. Donc, on n'était pas en train de découvrir le pays. Je pense que c'était l'idée qu'on avait au départ, ce qu'on pensait pouvoir faire un petit peu plus, c'était de découvrir le pays puis prendre le temps de faire ces choses-là, de cuisiner. Mais la vérité, c'est 45 jours, on fait le calcul. 45 jours, 16 000 km, 18 vidéos produites, en plus des journées... on n'avait pas le temps de s'arrêter pour dire « Ah, ben aujourd'hui, on fait une belle petite épicerie. » Puis on a essayé, on l'a fait 2-3 fois, comme tu parlais de la sauce barbecue. Mais la vérité, c'est qu'on avait souvent pas le temps.
Mais l'autre chose, c'est qu'on pouvait découvrir aussi des petites places, des petits restaurants un peu partout dans des petits villages où c'est pas une habitude que des touristes débarquent à cet endroit-là, et surtout pas avec un VR 33 pieds lettré Pieux Vistec. Alors, il y avait un autre petit côté intéressant de pouvoir quand même aller arrêter pour dans les restos un peu partout, là. Moi, je pense que je me rappelle celui du brunch à Athènes, Ontario. Ah oui. Chez Janine. Ouais, fameux. Une petite madame très gentille avec quelques items sur le menu. Ouais. Mais c'était bien assez pour un petit déjeuner. Comme il disait aussi, Mario, il y a des journées qui commençaient à 6h, 7h, il y avait 600-700 km, 3-4 heures de tournage. Fait que quand on trouvait un spot le soir à 7h, 7h30 pour manger, ça me tentait pas nécessairement de se rendre au camping, stationner, sortir le setup, faire à manger. Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi là-dedans. Là. Il y en a eu des journées comme ça. C'est vrai. Fait que moi, je vais juste rappeler mon bon petit truc de trouvaille de un pot, tu mets tout dedans, shake, tu peux manger sur la route. Puis les soupes instantanées aussi avec juste la bouilloire, ça sauve la vie puis ça réconforte en masse. Des céréales pour déjeuner. Ça, Et voilà. Puis je rajouterais Google qui va te donner toujours il est où le plus proche McDo, Burger King, il y en a un peu partout à travers la route. Dairy Queen, partout au Canada. Subway. Si ça, c'était les petits restos dont tu nous parlais sur la route tout à l'heure, c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête, mais... puis bon, il y avait aussi l'occasion de découvrir des bières locales, hein. Grands amateurs de bière que vous étiez. Le Canada, pour ça vous a... je dirais pas réconcilié autour d'un verre, mais ça vous a permis de découvrir. On a bu quelques-unes. Ouais. Quand on pouvait trouver une nouvelle marque qu'on connaissait pas, qu'on retrouve pas, que ce soit une marque commerciale, mais qui est plutôt dans l'Ouest, ou que ce soit une microbrasserie, quand on arrêtait quelque part, je demandais toujours, est-ce qu'il y a une bière locale? Puis c'est fou comment même les petits endroits très éloignés ont leur brasserie bière sur place. Leur brasserie locale, exactement. Puis la petite brasserie locale aussi, Jasper Gate, qu'on a vu, qu'on est allé, avec probablement la meilleure poutine au Canada. C'est débattable, moi, Muskoka était quelque chose. Oui, Muskoka était excellent. Le débat poutine reprend. Au niveau de la préparation côté VR, après coup, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ce à quoi vous vous attendiez pas en ayant pourtant tout préparé par rapport au VR, qu'est-ce qui vous a surpris? Moi, j'étais surpris de l'espace qu'on avait parce qu'on pensait au début prendre une remorque pour tout l'équipement. Puis quand on a eu le VR physiquement ici puis qu'on a commencé à rentrer des trucs dedans, là, on s'est rendu compte que finalement, il y en a du rangement. Puis on était 5 personnes qui partaient avec beaucoup d'équipements de tournage. Puis quand on roulait, tout était rangé, rien, ça paraissait pas. Une famille de 4 personnes partirait en VR comme ça, puis il n'y a aucun problème de rangement. Ça, c'est clair. Moi, le rangement, ça m'a surpris. Moi, ce qui m'a surpris, c'est... puis encore là, je pense qu'on avait un bon modèle de véhicule. C'était pas un véhicule neuf, mais c'était un véhicule quand même qui était de bonne qualité dans les milieux haut de gamme. Mais à quel point je m'attendais à être assis, pouvoir faire de la belle route et pouvoir travailler avec mon ordinateur. Mais ça brasse. Ça, c'est mon plus grande surprise. Donner une idée, quand on est parti, tous les tiroirs et les portes tout fermaient comme il faut, mais à force de brasser comme ça, les choses deviennent un peu plus, un peu plus lousses ou un peu plus... en tout cas, moins serré. Puis, alors là, il y a 2-3 portes qui ne ferment plus. Il y en a un tiroir non plus. Donc, on commence à mettre des petits trucs avec des cuillères de bois Des et balais. puis des balais, des manches de balais. Donc, moi, c'est plus à quel point il faut que ça soit travaille. pensé où est-ce que tu mets les choses parce que ça bouge. Et votre plus grande déception? Alors du coup, Mario, c'est peut-être déjà ta déception était peut-être déjà ta plus grande surprise, mais du coup, toi, sinon, Martin, ta plus grande déception? Ma plus grande déception. J'adore ce silence. Il n'en a donc pas. Je cherche. Mais en même temps, par rapport à ce que tu disais, Mario, ça se répare quand même bien parce qu'on est venu une journée en escale et chez Lupien, ils nous ont réparé tout ce qui avait besoin d'être réparé assez rapidement. Oui, en fait, il n'y a rien de complexe, mais il faut penser qu'il y a beaucoup de systèmes pour beaucoup de parties dans quelque chose de très compact et que
tout est interrelié, mais en même temps, si tous ces systèmes-là sont à l'intérieur de ce 33 pieds-là, il y a quelque chose à faire. Puis, il y a une certaine communauté aussi. Donc, quand on arrêtait en quelque part où il y avait un camping, où il y avait les gens qui sont des adeptes de VR sont très, très, très prêts à aider. Donc, on a eu plusieurs personnes qui nous ont aidés en cours de route pour nous dire « Ah, mais ça prend ça, mais ça prend ça. » Donc, on a appris comme ça, mais il y a comme une communauté un peu de personnes qui sont, je veux dire, je les appellerai pas les van-lifers parce que ceux qui nous ont le plus aidés, c'était plutôt les retraités qui, eux, avaient une vie de VR. Ouais, justement, tu amènes le côté humain, puis c'est peut-être là le troisième point dans la préparation du voyage, le côté humain, cette communauté qu'effectivement on a découvert, et ce, je dirais, d'un bout à l'autre du pays. Mais au niveau côté humain, par rapport à l'équipe, moi je voulais revenir sur, on était 5 adultes avec chacun une vie établie, pas l'habitude d'être des colocs et certainement pas l'habitude d'être des colocs dans un petit espace de 33 pieds. Et quand on a eu les garçons qui étaient venus à la maison, la soirée, je dirais, un petit peu d'introduction, où ils se sont présentés les uns aux autres, il y avait le kit de départ pour chacun. Donc on avait chacun demandé votre couleur préférée et puis identifié un tapis de yoga, un item, une serviette, une trousse de toilette, histoire de limiter les soucis, peut-être de délimiter puis bien d'identifier les affaires et ça je pense que c'est très important. J'avais lu ça à droite à gauche plusieurs fois de chacun doit être capable d'identifier son matériel puis de le gérer facilement. Toi, Martin, quand tu as reçu ton kit de départ, qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, j'étais content. C'est parfait, ça, parce que justement, on met des trucs personnels là-dedans, les brosses à dents, le dentifrice, le déo, les petits trucs de toilette. Fait que s'il faut que tout le monde laisse sa brosse à dents traîner dans une toilette de VR, La plus grande place. non, ça marche pas. Ça marche juste pas, là. Ils vont en avoir à terre. C'est sûr, ils vont être à terre. Fait que non, c'était très pratique, très apprécié. Bon, le tapis de yoga a pas trop servi, Non. ni le hamac. On n'avait pas le temps, mais dans un prochain road trip, c'est sûr. On avait des bonnes intentions, mais en même temps, on dit « Oh, mais Hélène, on va se le dire, Hélène a préparé ses garçons. » Donc, c'est pas une bonne idée qu'on a eue, toi et moi, ensemble. C'était vraiment ton idée de nous équiper, et comme ça, tout le monde a leur truc. Puis, mais c'était une très bonne idée de vue organisationnelle de est où ma tasse? On avait chacun notre couleur de tasse, on avait chacun notre couleur de bol, donc... l'idée était très bonne. C'était une des choses qui était intéressante. On avait qui a Joël bien aussi. fonctionné. On avait Joël aussi avec sa batterie solaire parce qu'il aime bricoler et Max qui avait le kit pour nettoyer sa guitare dont il s'est servi. Ouais, Et ça d'ailleurs, exactement. c'est très chouette. En road trip, si vous avez quelqu'un qui joue de la guitare, ça fait cliché, quelqu'un qui joue de la guitare et qui chante autour du feu, ben vous savez quoi, faites-le parce que c'est vraiment chouette. Absolument. C'est un bon cliché. Et puis au niveau des côtés humains, les caractères, moi, je pense que ce qui m'a à la fois étonnée mais surprise dans le bon sens, c'était j'avais l'impression que tout le monde sentait que c'était une expérience importante pour nos vies, pour nos carrières. Je pense qu'il y avait cette espèce d'élan commun. Comment est-ce que vous l'avez ressenti? Pour moi, c'était un petit peu c'était ma plus grande crainte au début. Si je reprends un petit peu du début de l'aventure, on avait l'idée, Hélène et moi, de partir seul, à bord d'une voiture, une van, un petit VR. Je dis, ben oui, on va pouvoir. Et là, quand on commence à faire les calculs, à monter le projet, on dit, OK, on ne pourra pas faire tous ces kilomètres-là en plus de travailler, de monter, de tourner. Alors, on a commencé, première personne, Martin, c'est la chose qui va me sauver le plus de temps pour moi puis me permettre de faire autre chose. Quelqu'un peut le conduire, puis Martin, comme je l'ai dit tantôt, c'est la personne à qui je fais confiance. Ensuite, après quelques petits tests, on avait besoin d'au moins un directeur photo, puis un caméraman opérateur de drone. On avait Joël, qui est un passionné de ce qu'il fait, puis au niveau drone, durement accotable. Et puis après ça, Max s'est joint à nous via une annonce que j'ai faite paraître sur Facebook dans un groupe de pigistes. Plusieurs personnes m'ont répondu, mais son propos à lui, c'était exactement ce qu'on avait besoin. C'est super, c'est trippant. Par contre, je veux vraiment qu'on se parle pour voir si ça fit. C'était pas oui, je veux le faire à tout prix. Donc, sa façon de m'avoir approché, son approche envers moi était vraiment ce qui m'a convaincu. Puis en arrivant là, on s'est rendu compte que le type de personnalité qu'on était a fait un mélange vraiment parfait. Le gâteau a pris. Puis ça, c'était la plus belle surprise pour moi. Puis toi, Martin, est-ce que tu t'es étonné à voir cette équipe se construire parce qu'au-delà de simplement des caractères qui vont pas être belliqueux et pas se prendre la tête, il y avait quand même une belle chimie aussi qui s'est construite.
Je dirais pas contre toute attente, parce que l'attente qu'on avait, c'était justement que tout se passe bien, mais est-ce que toi, ça t'a surpris? Ben, ça m'a pas surpris, mais j'ai pas eu peur de ça. C'est pas quelque chose qui m'énervait parce que je m'entends bien avec tout le monde. Pour que je m'entende pas bien avec toi, faut que tu sois vraiment une mauvaise personne, là. Fait que je me doutais que vous n'alliez pas amener deux mauvaises personnes là. Fait que non, ça a très bien été. Moi, je me suis très bien entendu avec les deux. Puis je trouve qu'il y avait une belle chimie. Ça n'a pas été trop long. Déjà, le tournage après Vincent à Charlevoix, on dirait que ça faisait déjà comme 2 mois qu'on se connaissait puis que ça roulait déjà bien. Moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'était de voir combien chacun apportait son propre savoir et on s'enrichissait tous d'apprendre ce que l'un, l'autre savait, Mm. comment faire les choses. Toi, On avait toute une expérience différente, là. Moi, c'était vraiment la route. C'était ça, mon bagage. Mais j'ai appris à connaître tout l'équipement, tout ce que ça prend pour faire un tournage. J'ai regardé travailler Maxime, j'ai regardé travailler Joël. J'ai courroyé avec du stock à gauche puis à droite. Non, j'ai vraiment apprécié toute l'expérience acquise dans ce voyage-là. C'est juste du positif. Un vrai grip de première qualité, là. Vraiment, là. moi, il y a un petit clin d'œil que je voudrais faire quand on parle du côté humain de la préparation. C'est Ila, qui est notre petite mascotte. Oui, ça paraît presque fou de partir 5 adultes et un chien dans un VR. Mais moi, ça m'a beaucoup étonnée et en même temps fait plaisir de voir à quel point il était vraiment la petite mascotte du groupe. Il a vraiment pris soin de chacun parce qu'on se le cachera pas. Dans un aussi gros projet, un aussi long road trip, des hauts et des bas, on en vit tous pour des raisons différentes, sur la route ou parce que quelque chose à la maison nous tire vers le bas. Et pour ça, il a été très, je dirais, compréhensif et peut-être il est allé chercher chacun. Je me souviens, Joël, quant à sa coloc, ça se passait plus ou moins bien. Il le collait énormément. Est-ce que vous, ça vous a, je sais pas, étonné, marqué? Moi, je suis surpris. Je suis pas surpris, en fait. Je suis surpris qu'on n'a pas parlé avant, mais tu sais, Martin, quand tu as nommé, tu l'as présenté un petit peu au début, Martin, c'était, oui, à la base, un chauffeur qui est devenu la gestion de production, directeur des opérations VR, mais son rôle le plus important depuis le départ, puis c'était le gardien de Hila. Alors, je me souviendrai toujours, je me souviens Martin est plus. en train de hocher la tête. Oui, oui. Et je me souviens pas c'était où est-ce que tu as sorti cette phrase-là, mais t'as dit, non, mais écoutez pas, là, moi, je le sais, mon rôle, là. Si Hila revient pas, je reviens pas non plus. Hélène, elle me laissera pas revenir. Alors, c'était très intéressant. Puis de voir Martin, qui est un gars costaud, avec trimballe, un paquet d'équipements à droite, à gauche. Puis là, quand on est en tournage, Martin est là, debout à côté du verre, avec Hila dans les bras. Ouais. Ah, et là, on a passé des heures ensemble. Bon, ok, il avait mangé une fois la sauce à l'ail au complet. Oui, oui, c'est vrai, ça. Oh, oui, oui, oui. Déjà qu'il n'a pas une haleine fameuse. Puis il n'en avait pas laissé du tout, là. Vraiment, Non, c'est vraiment, ça. au complet. Mais puis, je pense que moi aussi, l'autre chose qui m'a étonnée, c'est qu'à travers le Canada, je m'attendais pas à ce que les chiens soient aussi bien acceptés dans les campings. Ils nous ont laissé rentrer sans problème parce qu'on le précisait à chaque fois, quand même, faut dire. Mais ça n'a jamais posé problème. Ils étaient toujours très accueillants. Fait que tout au long de la route, c'était aussi une belle façon de rencontrer du monde, faire le tour avec le chien. Vraiment, moi, j'étais très contente avec ça. Après avoir parlé de la préparation du voyage, très excitante, il y a plus excitant qui est de vivre le voyage. Vivre le voyage, je pense que ça se fait à travers les rencontres, les anges gardiens qu'on croise sur nos routes et les places. Alors, je commencerai avec vous par les rencontres. Quand on se parle de ce voyage, il y a un nom en particulier qui revient de façon unanime. Puis alors là, je vois chacun qui est prêt à bondir sur le micro. Qui veut prendre la parole? Parce qu'évidemment, au cours de ce voyage, des gens nous ont énormément marqués, aidés, aimés. On les a aimés aussi en retour et ils sont devenus nos amis. Oui, ben, c'est sûr que le premier en haut de la liste, c'est Kirk. Kirk McLeod. Capitaine Kirk de l'île du Prince-Édouard. Cette personne-là a fait en sorte de tout fait pour qu'on aille le voir chez eux. Il est venu nous chercher avec un pick-up, puis un de ses amis avec son autre pick-up. Ils nous ont laissé un pick-up. Ils nous ont permis d'aller passer 3 belles journées qui sont gravées dans notre mémoire à toutes pour le reste de nos vies.
Fait que Kirk, c'est le numéro 1, c'est sûr. Puis au-delà de ça, lui, c'était aussi c'était toujours une coche de plus. En fait, je pense qu'avec le recul, on s'est reconnu en lui. On s'est reconnu, on a eu j'ai la difficulté à peut-être mettre le bon terme, mais on aurait fait la même chose qu'il a fait pour nous. Et puis, il l'a fait, par exemple. Lui en fait, tu sais, on dit souvent, moi, je ferais tellement de choses si telle chose arrivait. Mais nous, la catastrophe est arrivée quand le VR a brisé et Kirk a tout fait ce qu'il pouvait faire. Et en bout de ligne, c'est ça qui nous a permis à pouvoir continuer le périple. Alors, puis au-delà de ça, c'est devenu un ami, puis c'est Kirk, c'est un personnage. Et même plus, quand tu penses qu'il avait été vraiment gentil, il en rajoutait une couche. Mais puis, alors, petite mise en contexte, Kirk, on est peut-être au premier quart du voyage à peine, on a fait 3 destinations, et on est un dimanche après-midi pluvieux à Petit Kodiak. Et Mario nous dit « Non, je veux fumer une clope, je veux fumer une clope, je veux fumer une clope. » On venait de s'arrêter et tout le monde râle. Tout le monde râle dans le VR. « Ah, Mario, ça suffit, on n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais. » Et Mario ne démord pas de fumer sa clope, fumer sa clope. Alors, on est sur un bord d'autoroute. Il faut comprendre, je faisais pas cette demande-là de façon... gentille. Non, mais et non pas régulière non plus. Ce moment-là était... j'avais ce sentiment qu'il fallait arrêter maintenant sur le côté de la route. Et alors, je tiens à le dire, on en a parlé avec Lydiane dans le précédent podcast sur les voyages. En voyage, écoutez votre petite voix, c'est votre meilleur ami. Mm-hmm. Alors, la petite voix de Mario qui lui disait « Faut absolument s'arrêter », on s'arrête sur ce bord d'autoroute. Mario, finalement, allume sa clope et d'un coup regarde avec effroi, et je pèse mes mots, effroi. Il y a une énorme traînée. Il y a un arc-en-ciel d'huile derrière nous. Aussi loin qu'on peut voir. On a un ruban qui nous suit sur l'autoroute. Donc, évidemment, il y a un problème. Oui. Et on a bien fait de s'arrêter parce que finalement, après 1000 péripéties, 1000 appels et un fémur de biche qui est dévoré juste à côté de nous et qu'on sait qu'il y a des ours dans le coin. Petit Kodiak, Nouveau-Brunswick. Bref, finalement, on fait appel à un monsieur qui, avant Kirk, viendra nous sauver, qui est JJ, tout un personnage. Oh, oui, JJ, le remorqueur. Donc, Martin... Qui venait de Cape Breton, Nova Scotia. Toi, Martin, qui a l'habitude des engins et de la conduite... GG, pour toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est une belle ride. Il nous a transportés du point A au point B en vraiment peu de temps. Puis il roulait 80-85 000 à l'heure sur l'autoroute. Je me rappelle, on était assis en arrière les trois, puis on se tenait la tête en disant, dans le VR, c'est clair que tout est partout. Surtout qu'on est parti sans ranger les tasses à café, sans ranger les ordinateurs. Ouais, c'est sûr, c'est le bordel. Là. Il y a du stock partout. Là. Lui, il te prend un curve à gauche puis à droite. Ben non, il nous parque ça au Peterbilt. On embarque dans le VR. Rien avait bougé, même pas la tasse sur le comptoir. Et donc, nous arrive, c'est ça, cette première péripétie. Donc, on est à Peterbilt parce que c'est là où JJ pense que peut-être, éventuellement, on aura une chance. Ouais. On est dimanche soir et là, Mario, c'est la course contre la montre. C'est le peut-être éventuellement qui est important. On n'avait aucune... Mais tu sais, on fait quoi? Je me souviens, j'ai fait ce 24 heures-là. À partir du moment où on était à Petit Kodiak, et là, on est dimanche après-midi. Et là, on connaît rien des VR, on voit la traînée d'huile, on se met sur le téléphone. On appelle la compagnie VR qui est fermée, on appelle l'assureur, j'appelle la fédération sur laquelle je m'étais abonné de la fédération de VR. Rien, j'appelle mon assureur personnel, mon assureur commercial d'entreprise, rien, personne ne peut m'aider. En bout de ligne, on appelle une compagnie de remorqueurs qui me dit « Ouais, je pense pas », mais... Soudainement, JJ arrive, tout un personnage nous amène. On lui demande où est-ce qu'on pourrait aller faire réparer un VR. Aucune idée. On est dimanche après-midi. Il nous dit le plus près, c'est un concessionnaire. En fait, c'est un garage qui répare des gros camions remorques. Mais il dit le propriétaire aime beaucoup les VR parce qu'il y en a souvent dans sa cour. Alors lui, il nous donne ce petit filon-là. Il dit, amène-nous là. Puis on a passé 3 jours dans ce stationnement-là. Alors, on y reviendra, on avait des anges gardiens sur la route. Je voudrais qu'on reste au niveau des rencontres qu'on a fait. Kirk, lui, à ce moment-là, arrive dans le parking de stationnement où on est et en moins de 2 heures, qui est exactement le temps que ça lui prend pour se rendre et venir ici, effectivement, arrive avec 2 pick-up pour pouvoir prendre tout le monde de l'équipage, prendre tout le stock et nous emmener sur l'île du Prince-Édouard et qu'on fasse le tournage avec lui. Kirk, moi, je trouve qu'il est très représentatif des habitants de PEI.
Le Québec, pour moi, c'était mon Canada. J'en étais pas sortie avant ce road trip. Et l'île du Prince-Édouard a été un coup de cœur absolu que j'ai eu. À la fois, oui, pour les paysages, mais pour les gens, je pense que tout le monde était vraiment gentil là-bas. Ça m'a marqué cette façon dont tout le monde est aimable. Et peut-être pour la première fois, moi, je rencontrais un coin de pays où les gens avaient un trésor entre les mains, qui était cette île incroyable, et étaient heureux de le partager. Est-ce que ça, vous avez ressenti ça aussi? Ah, absolument. Comme disait Jean là-bas, you're an islander. Alors, quand tu es une personne de l'île qui vient de là, ça vient un peu avec ton. C'est un peu la personnalité commune, je dirais, de ce peuple-là, accueillant, fier de ce qu'il y a, mais fier de le partager, puis de te le montrer, puis de te le faire découvrir, mais aussi fier d'entendre ton histoire sur pourquoi tu es ici. Puis il y a juste un échange, une dynamique favorable à créer des liens avec les gens de l'île. Puis on l'a senti qu'on était le bienvenu partout où on est allé. Sur un bateau de pêche, d'habitude, ça roule, puis pas de touristes, là. Puis on était le bienvenu. Tu le voyais, les gars étaient contents qu'on soit là. Oui, mais ça, c'est parce que j'ai piqué les macros. Il y en a qui ont Probablement. piqué des sommes. Moi, c'était les macros que j'ai Au piqués. restaurant, c'est la même chose. On a été reçus comme des rois. Ah, par le chef Michael Smith. Ouais. C'était wow, ça. Quand on est allé après à Charlottetown, Mhm. le petit resto, la petite cantine là, de La petite cantine mexicaine. tacos. Ouais. c'est comme s'ils nous connaissaient déjà, puis t'es super accueillant là aussi. Non, c'est du bien bon monde partout où on est allé dans ce coin-là. Alors, parmi les belles rencontres, évidemment, les franchisés du client ont fait partie parce que c'était eux qui nous attendaient, souvent les bras grands ouverts. Et puis, au fur et à mesure du voyage, je dirais, avec ce qui nous précédait, ce qu'ils avaient pu déjà voir. Moi, je me souviens aussi, très épicurien, Normand à Charlevoix, qui nous a emmenés Norm. déguster le fromage à la fromagerie Migneron, puis le vin, le Charlevoyou, où on a emmené mes parents quand ils sont venus ensuite. Il y avait Stan à Winnipeg qui vous a particulièrement marqué parce qu'il vous a prêté son joujou. Ah oui, ouais, le certain. slingshot. Ouais, non, Là, vous mais, ne voyez pas leur sourire, mais c'est comme si un enfant venait de recevoir un cadeau de Noël le 23 au lieu du 25. Ah, je me souviens, je suis allé voir Stan sur le millionième pieu. Ouais, parce qu'on était au Millennium Pieux, il y avait une conférence de presse, puis à la fin, Stan était venu avec son bolide, c'est un slingshot, donc un 3 roues, une belle machine, et je lui demande, je lui dis, en fait, lui me demande, est-ce que vous restez pour la nuit dans la région? Je dis, oui, on reste à un terrain de camping pas loin. Alors là, il sort de sa poche les clés, il me lance les clés, puis il dit, amusez-vous, ramenez-moi là demain. Alors je regarde Martin, puis je dis, Martin va être content, je lui apporte les clés, je dis, tiens, tu rapportes pas le VR, tu vas rapporter le bolide, et qu'on s'est amusé pendant une couple de jours avec ça. Ouais, des heures de plaisir. On a brûlé du gaz en max. Et parmi les autres personnes qui nous ont accueillis, moi, je me souviens aussi du sourire très discret mais ô combien amical de Ray à Niagara Falls, qui m'a du coup permis aussi de visiter une attraction très touristique, très canadienne, que je ne connaissais pas non plus. Ray, il était vraiment très gentleman dans son approche, très doux. Et pour quelqu'un qui venait de s'installer dans la région, il connaissait énormément de choses. Moi, ça m'a vraiment étonné, sa passion, son ancrage local, son envie de nous faire découvrir un coin dont il était très fier, en fait. Je sais pas si vous avez Un ressenti ça, vrai vous bon aussi. gars, un vrai bon gars, tu veux connaître, tu veux dans ton entourage. Puis même lui, on est, tu sais, évidemment, on fait une production, donc on veut que les gens comprennent qu'on est au chutes Niagara, donc évidemment, on va aller voir les chutes. Personnellement, je les avais vus quelques fois avec des voyages étudiants, mais et même lui, d'être là, puis il nous regardait aller, je me souviens encore son visage, je me dis, vous êtes des machines. La façon qu'on voyait Martin courir, je pense que c'est la journée qu'on a travaillé le plus, ce tournage-là, Il avait de fait le show loin. en plus. Ah oui, puis il avait été tellement cool avec nous, puis il était impressionné, puis il était bon joueur aussi. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, Puis il l'a Martin, fait. il était heureux parce qu'il l'a emmené dans Ouais. le restaurant Ils nous ont de emmené sa dîner. légende, Ils nous ont emmené dîner chez Marcel Dionne. à qui on a même parlé. Ouais, discuter. Il est venu nous voir dehors, à table. Non, c'était spécial. Puis, tu vois, tu parlais de Ray qui aimait tellement sa région. Quand Marcel Dionne parlait de sa région, de Niagara, il était aussi passionné. Ça a l'air d'être un point de la place. Là. Le monde, il tripe vraiment sur leur région.
Alors, si on continue sur la route, un des autres personnages qui nous a marqué, et j'emploie volontairement le terme personnage, c'est The Professor, qui était Rob. Rob, puis son équipe, Brittany, des gens formidables qui nous ont accueillis dans un endroit que j'ai trouvé non moins formidable, qui est le village du Père Noël, parce que ceux qui ne me connaissent pas vont apprendre à connaître que j'ai une passion pour Noël. Rob était aussi très accueillant, puis très anecdotique dans sa façon de parler les choses. Il a ce petit humour pince sans rire qui souvent fait décompresser dans un tournage. Effectivement, Rob, c'est le personnage de genre d'émission pour enfants avec une crédibilité dans ce qu'il dit. Ils connaissent de quoi il parle. Hein. Rob connaît de quoi il parle. Il est pince sans rire, oui, mais il est aussi très, comment on dirait, sincère. C'est quelqu'un qui va dire les vraies choses, qui va dire comme ça est, puis il a passé la soirée avec nous aussi au camping à côté du village du Père Noël à juste jaser pendant une bonne partie de la soirée. T'es pas obligé, là. Il aurait pu partir en même temps que tout le monde après le tournage. Merci, bye-bye. Il est resté, écoute, jusqu'à minuit au moins. Là. Il est resté très, très tard. Puis il y avait tout le temps quelque chose d'intéressant à dire. Je me souviens, les 5, on est assis, puis on écoute. Un raconteur. Puis je pense que ça, c'est quelque chose d'important parce que depuis le début, on n'arrête pas de le dire, on était très pressés dans ce voyage. Mais prendre le temps de connaître les gens, et puis parfois aussi, ça leur donne l'envie de rester, l'envie de jaser davantage, puis ça nous permet d'avoir ces beaux ancrages, ces beaux échanges, des choses inattendues arrivent en voyage. Je pense que c'est important de les laisser arriver. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on le fait aussi, parce que si on s'était dit tout ce qu'on a vécu, on s'était l'était dit avant, on y aurait jamais cru. Puis on peut pas tout prévoir, c'est impossible. Fait que c'est sûr qu'il y a des surprises, il y en aura toujours. Alors une autre surprise, peut-être que ça c'est mon œil français qui trouvait ça très très canadien, oh là là, c'est quand Steve nous a emmenés à Victoria faire du canoë, du kayak. Du kayak. Bon d'accord, déjà je vais réviser mes petites embarcations. Bref, sur l'embarcation, premièrement j'étais très contente d'être avec Steve parce que c'est un ancien champion olympique, fait qu'il a pu gérer pas mal. Ouais. Mais on a vu des phoques. Ouais. Mais vraiment très très proche. Bon, toi Martin, t'étais resté sur la marina et t'avais peur parce que tu pensais qu'il y avait peut-être des baleines ou quoi, c'est ça? C'est la baie où vous étiez, il y a des épaulards à une certaine époque de l'année. Ah oui, bon. Il y avait juste des phoques. Je me dis, épaulards, kayak. Tu vas ramener le VR plus léger que ce que tu l'as emmené. Toi, est-ce que même si t'es Canadien, Mario, cette expérience-là, cette proximité avec les phoques, avec cette nature magnifique, vraiment incroyable comme paysage, est-ce que c'est venu te chercher quand même ou est-ce que ça ne t'étonne pas tant que ça en fait? En fait, beaucoup, puis ce qui est, pour moi, je dirais comme Canadien, qui est, je considère, je suis franco-ontarien, j'habite au Québec, mais d'avoir traversé d'un bout à l'autre, de voir la diversité. Ça, c'est une des choses vraiment qui m'a surpris. Je veux dire, que tu sois à Canmore dans les Rocheuses ou à l'île du Prince-Édouard ou sur l'île de Vancouver, tout est différent. Donc, tu as tous les paysages, tous les types d'eau, des deux océans, des rivières, des lacs, des montagnes, des forêts, des arbres, des animaux différents. On en a croisé quelques-uns. Mais, des lacs, encore des lacs. Ah, on en puis moi, j'avais cette image de Steve. Pour moi, il incarne ce gars un peu athlétique, non, très athlétique, on va se le dire, mais du plein air. Du plein air canadien, comme on peut se l'imaginer. Ouais. Il fait Victoria, BC. Ouais. Parmi les autres gens qui nous ont marqués, moi, je ramène tout le monde à l'Est. Je parlerai de la maman de Rebecca Schofield, qui était cette petite fille qui s'est battue contre une tumeur au cerveau et qui est décédée et qui avait donné à sa communauté ce legs de faire des bonnes actions. Et quand on y est allé, c'est parce que le client participait à la construction d'un parc en son honneur à elle. Et ce jour-là, il y avait sa maman. Et on fait l'entrevue avec sa maman. Et c'est une entrevue qui, moi, m'inquiétait parce que je me suis dit, cette dame, elle l'a raconté 1000 fois, son histoire. Elle a raconté 1000 fois ce qui s'est passé avec sa fille. Peut-être qu'on arrive et qu'on est juste une fois de plus. Et pas du tout. Ce jour-là, il y avait quelque chose de vraiment spécial, de vraiment émouvant. Moi, je me souviens, je faisais l'entrevue avec elle. Et arrive le moment où elle me parle de comment sa fille était et de comment sa fille est partie.
Et à ce moment-là, moi, mon cœur s'effondre. On finit l'entrevue et ça me prend un bon café et un break pour pouvoir repartir. Mais j'ai ressenti toute cette joie d'être là, de participer à quelque chose dans la mémoire de sa fille. Et puis toute l'émotion qui était là, c'est pas parce que ça faisait 1000 fois qu'elle racontait son histoire que la douleur était passée, que non. Et elle m'a vraiment touchée profondément, cette madame-là. Ben, c'est le contexte, probablement. Justement, tu dis, elle l'a fait 1000 fois, l'entrevue, mais jamais dans ce contexte-là. Là, elle était les 2 pieds sur le parc qu'elle est en train de construire au nom de sa fille, là, à ce moment-là précis. Fait que c'est clair que pour elle, c'est un moment spécial. Puis je me souviens, dans l'entrevue que tu dis, justement, on est là, moi, Joël, Max, les larmes aux yeux, à l'écouter, là. Elle est venue nous chercher, tout le monde, c'est sûr. C'est très marquant, ça, comme rencontre. Puis tu vois, moi, je l'ai vécu, j'étais pas là à l'entrevue, je l'ai entendu par la suite, mais j'étais pendant ce temps-là, moi, avec les gars. Les gars, c'est les dizaines de franchisés d'un peu partout dans les maritimes, même jusqu'aux États-Unis, qui, pour eux, se rencontraient pour la première fois, pour la plupart, qui venaient contribuer avec leur temps, avec leur équipe, pour venir planter des pieux, carrément visser des pieux partout sur le terrain qui allait devenir le parc Rebecca Schofield. Alors, c'était, il y avait une énergie, quelque chose qui intangible, mais qui était vraiment forte dans cette journée-là. Alors pour terminer sur une note un peu plus légère, d'abord je voudrais souligner un rayon de soleil dans nos visites de camping en camping qui était Rose. Rose, Rock Island Camp. Rose et son camping vers Athènes, qui est une petite madame. Honnêtement, si vous prenez la route en Ontario et que vous allez vous chercher un camping dans le coin, arrêtez-vous là parce que Rose, c'est vraiment un cœur sur deux pattes. Je pense que c'est le genre de madame qui fait ce travail de tenir son camping pour le plaisir de voir des gens, recevoir les réguliers, voir des nouvelles têtes passer. Et puis, elle me donnait un peu cette idée d'être un peu comme Mamie Gazette, à raconter et colporter les histoires, les anecdotes des voyageurs et de nous accueillir, mais vraiment avec le cœur sur la main. Ah oui, un environnement familial où je me souviens, j'étais allé la voir avec plein d'idées. Fallait nettoyer le VA, il fallait faire quelques petits trucs. Puis là, on était quand même on commençait à être un peu plus habitués, là. La deuxième étape, là, on repartait de notre petit congé en début juin. Petit congé, je pense qu'il n'était Ouais. pas 24 heures. Non. On était parti à l'Est, effectivement, on était revenu ici à Montréal le temps de faire arranger le VR et puis de repartir, exactement. Exact. Puis Rose, c'est le bienvenu dans le camping familial avec ses enfants, ses petits-enfants autour, puis toujours serviable, tu as besoin de quelque chose. Faut pas oublier qu'on est arrivé là en minuit le soir. Il faisait noir, il y avait du brouillard, on voyait pas la route. On s'est stationné de travers dans leur rentrée, dans la sortie où ce que le monde sort d'habitude pour faire la vidange de leur VR. Le lendemain matin, au réveil, là, on a vu comment c'était fait, comment c'était placé. Il y avait même des dindes sauvages qui nous ont... Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Juste à côté. Mais les campings, en général, on a vu des belles places, du beau monde. Jasper Gates, on peut jamais oublier ça. Le camping de Winnipeg qu'on est retourné 2 fois, c'était parfait. Rose, Rock Island Camp, c'était magique. C'est magique. Avec le lac, avec le petit trajet dans le bois, on arrive au lac, la belle île. Puis... Elle nous a prêté son kart de golf. Il y avait les cartes de golf que tu pouvais louer, mais il y avait le sien qui était le rouge. Puis elle nous a gracieusement prêté les clés, puis amusez-vous et tout, parce qu'il y avait 4 sièges dessus. Fait qu'on s'est promené assez avec ça, là. C'est vrai. Mais moi, parmi les dernières personnes que je voudrais souligner dans ce voyage, et j'espère et je pense que la plupart des voyageurs, c'est aussi le cas, je dirais que c'est nous-mêmes. C'est pas une question égocentrique quand je dis ça, mais je pense que parmi les belles découvertes, c'est nous-mêmes parce que on apprend énormément sur nous, on sort de notre zone de confort quand on voyage, on rencontre des nouvelles personnes, on apprend des nouvelles choses, des nouveaux savoirs. Je pense qu'avant, tu ne savais pas aussi bien gérer un VR, Martin, par exemple, n'est-ce pas? Tout comme tu apprends de nouvelles choses sur toi-même, sur ce que tu es capable de faire. Est-ce que vous aussi, vous partagez peut-être cet enrichissement qui est venu avec le voyage? Ben, définitivement, je suis revenu transformé de là, c'est sûr. C'est une expérience
Ils ont dit que les voyages forment la jeunesse ou le caractère. Non, ça a été très, très bon, une belle expérience. Ça forme pas juste la jeunesse. Et je ne dis pas que tu es vieux, en non. s'entend. Mais non, c'était très enrichissant comme voyage. Puis maintenant, j'ai des images marquées que j'écoute la télé ou que j'entends de quoi à la radio. Je suis déjà allé, là, j'ai déjà vu ça. Est-ce que ça t'a apporté plus que ce que tu pensais? Oui, c'est sûr. Et puis toi, Mario? Ben, moi, tout le truc, ça m'a donné beaucoup de confiance. Oui, l'expérience de pouvoir traverser le Canada, l'expérience de je l'ai fait, je suis allé. L'expérience, surtout qu'on était on est parti le jour, ça faisait 1 an, jour pour jour, je vais travailler ma dernière journée chez Radio-Canada quand j'avais quitté pour partir l'entreprise avec toi. C'était notre premier projet d'envergure. On avait toute la confiance qu'on pouvait l'accomplir, on se le disait, mais on était un peu against all odds. T'sais, on était... c'était pas... les gens croyaient qu'on était fous qu'on allait faire ça. Puis en bout de ligne, comment je suis assuré, la confiance vient que à mon avis, on a over-delivered. On a fait tellement bien ça, plus que mes attentes. C'était mieux que je pensais en termes de ce qu'on a livré, puis l'expérience en tant que telle. Si tu m'avais dit qu'on partirait 5 adultes et pas des adultes de 21 ans qui viennent de finir ce cégep qui veulent se découvrir, là, non, on est 5 adultes établis avec notre vie habituelle, avec un chien, faire 16 000 km en 45 jours dans un VR de 33 pieds, j'aurais pas cru que ça serait passé comme ça s'est passé. Tu sais, au début, tu demandais si j'y croyais quand vous me l'avez demandé, si ça allait arriver. Moi, j'y croyais, mais n'importe qui à qui j'en parlais disait, ben non, voyons donc. D'ailleurs, t'as une anecdote à ce sujet. Ça marche pas comme ça. Quand on avait parlé à l'ami de ta mère, l'ami de ta mère avait dit non. Elle dit, ça se peut Est-ce que pas. tu vas nous Ça se peut raconter pas. ça? Ma mère racontait ça à une amie, comme quoi on partait avec un VR fourni gratuitement pour traverser le pays, puis tout. Mais là, l'ami de ma mère, il a dit non, ça se peut pas, là, il transporte de la drogue ou des filles ou quelque chose, il y a quelque chose qui marche pas. Mais pourtant, non, je vous le jure, j'étais là, il n'y avait pas de drogue, puis il n'y avait pas de filles. Puis d'ailleurs, c'était drôle parce que elle est devenue ton amie Facebook pour aussi suivre les aventures. C'est une des régulières qui lisait tes chroniques. Ouais, c'est devenu une abonnée fidèle. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, il y avait JJ qui est venu nous sauver à Petit Kodiak et puis Marvin de Peterbilt qui nous a vraiment fait passer en urgence, en priorité, en top du top de la pile de tout pour sauver notre VR. On les remerciera jamais assez. Il y avait aussi, et là je pense à toi Martin, quand tu disais quand je vois la télé, je regarde et je retrouve des lieux dans lesquels j'étais. Il y a ce petit motel, le motel Charlie, à Sainte-Anne-de-Beaupré, où les outardes étaient venus nous saluer d'ailleurs le soir, qui nous a laissé nous brancher avec le VR, etc. C'est une petite madame très charmante et à chaque fois que tu vois une publicité, tu y penses. Il y a une publicité de Tim Hortons qu'on voit des Tim Hortons dans toutes les régions du Québec. Puis celui qui nous montre quand c'est écrit Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est celui qui était en avant de notre motel. Alors cette petite madame, pour la petite anecdote, c'était très drôle parce qu'elle était très impressionnée par notre périple et dans la nuit, elle a créé la page Facebook de son motel parce que justement on lui parlait de l'importance de la présence des médias sociaux, du marketing, donc c'était très drôle, on la salue. Il y avait quelqu'un d'autre qui a été notre ange gardien sur la route, et là je me déplace beaucoup plus à l'ouest, on va en Saskatchewan, dans un terrain de camping, disons, relativement difficile d'accès, sur un chemin de terre. On va dire nébuleux. Je me souviens pas de son nom. Et puis, les arbres étaient tous morts. Vraiment, c'était lugubre. Après 1 heure de route de terre pour se rendre là, pas d'asphalte. Et là, il faut comprendre qu'on roule budding, et ça sent pas bon. Il y a quelque chose, et là, c'est pas Mario, c'est Max. Max nous dit non. Non, ça va pas les gars, ça va pas, non, ça va pas. Bref, on arrête le VR. Et ce motel qui est aussi terrain de camping, on pensait juste prendre le terrain de camping, finalement on a pris le motel, parce que le monsieur qui est à l'accueil, qui a peut-être pas une face patibulaire, mais je lui aurais pas accordé ma confiance tout de suite dans la vie, je l'avoue. Avec un strabisme prononcé qui nous regarde pas très sûr de c'est quoi cet équipage. Je pense qu'il était probablement aussi surpris de nous que nous de lui. Arrivé en pleine nuit. Et donc on est là et finalement, je pense que le verrou a sauté quand on lui a dit « help ».
toi, tu t'y connais en VR, s'il vous plaît, à l'aide. Et donc, le monsieur sort de la réception, se penche, et je me rappellerai toujours sa tête de non. Ah non, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. Est-ce que vous en souvenez? Oui, certainement. Notre batterie est en train de bouillir et de nous intoxiquer carrément. Si on avait dormi dans le VR, on serait peut-être pas réveillé personne. Et moi qui disais, ben non, c'est pas grave, c'est juste un peu de propane, quelque chose. Là. On peut dire que le monsieur nous a sauvé la vie. C'est dommage qu'on se rappelle plus de son nom. Mais On essaiera de retrouver ça puis de les mettre en note de podcast. c'est un monsieur très sympathique. Je suis même pas certain on serait capable de retracer, mais il faut comprendre, on est dans le milieu de la nuit, on a une urgence de VR encore, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on est tous d'accord qu'il y a un problème. Puis on n'est pas à Drummondville, on est à Saskatchewan. Puis on a le tournage à faire à Le Saskatoon le lendemain. Le alors. lendemain, ouais. Et là, on arrive dans ce, comme tu dis, mais juste, te souviens-tu, pour se rendre dans le parc de véhicules récréatifs, dans la cour arrière du motel, on passe par un chemin de terre, et là, il y a un trou immense, et tout a reviré dans le... Ah non, c'était quelque chose. Et- Mais ce monsieur, dans ce cadre lugubre, nous a quand même sauvé la vie, probablement. C'était En tout une cas, sauvé la lumière- batterie, c'est sûr. C'était honnêtement une lumière. Jamais je me serais attendu à ce qu'on trouve quelqu'un pour nous aider, comme il le fait à l'endroit où j'étais. Et il y avait un autre ange gardien. On parlait tout à l'heure de Qu'est-ce que c'était qu'il fallait changer avant de rentrer en altitude? Et moi, je suis pas prête Ouais. à repartir en Ah, VR. génératrice. Et le monsieur, son garage, le nom de son garage était Dash assez Mechanicals. providentiel. Ouais, Dash Mechanicals. On était le bon trait d'union et c'était en gros le bon trait d'union mécanique qui nous a aidés juste avant qu'on prenne la route dans les Rocheuses. Ouais, Moi? Parce qu'on avait besoin d'un service complet. Il fallait changer l'huile, fallait changer l'huile de la génératrice, fallait repartir la machine. Puis on avait été échaudés quelques fois, fait qu'on voulait être sûr qu'avant de prendre la route des Rocheuses au milieu Ouais, de c'est ça. rien, C'est Ouais. très, très C'est important. c'est plutôt ça, je pense, qui était la mise en contexte, d'avoir besoin de cette mise à niveau. Martin disait, on avait besoin, mais Martin disait, après tous les péripéties qu'on avait eues et qu'on lui avait dit, ben, c'est toi le responsable VR, il disait, non, j'attaque pas les Rocheuses si on fait pas faire une vérification complète d'un bout à l'autre. Alors là, je dis, parfait, trouve-nous un endroit. Alors Martin se met à faire des téléphones, il n'y a pas de place, mais là, on décide de faire ça le jour même, là, c'est demain qu'on part, là. Demain, on attaque. Alors, Martin se met au téléphone, trouve cet homme-là qui prend l'appel, nous trouve un rendez-vous, puis nous a traités avec un service, écoute, hors pair. C'était vraiment incroyable. et qui nous a suivis ensuite sur ta fameuse page Facebook, Martin, parce qu'il continuait de suivre Ah les oui. aventures en plus. En fait, je lui ai parlé après, lui, après le voyage, peut-être un mois après, il m'avait écrit pour me demander comment c'était le chemin qu'on avait pris, que lui avait jamais pris. Qui disait, il habite là depuis presque toute sa vie, mais il y a un chemin qu'il prend jamais, parce que c'est comme le long chemin. Mais lui, voir des Rocheuses, il en C'est le voit chemin des toujours. champs de glace. Exact. Donc, il l'a pris, puis il m'a demandé comment c'était. J'ai dit, prends-le, c'est everything I thought it would be. C'est tout ce que je pensais que c'était. Alors, il m'avait écrit qu'il l'avait repris aussi, si je me souviens bien. Moi, il y a un dernier ange gardien que je voudrais mentionner qui est notre voisin. Parce qu'on a laissé un ado seul à la maison. Il ne s'est rien passé, la maison était en bon ordre et la pelouse était tondue quand on est revenu. Donc, voisin, si tu nous écoutes, merci. Je me souviens toujours quand il m'a appelé, je me souviens plus où est-ce qu'on était dans l'Ouest canadien. Il me dit, Mario, j'ai le département de l'agriculture devant chez vous parce que ton gazon est devenu une forêt. Et bon, c'était très drôle. C'est pour ça, en échange de deux caisses de cocaïne, il s'est occupé de tout ça. jusqu'à la fin des Exactement, je me horaires. souviens, c'était ça le deal. Et ça, c'était drôle parce que les Coconi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bière qui ne se trouve pas au Québec. Et alors, les gars, quand il n'y en avait plus, ah non, ça, on peut pas la prendre, c'est la bière du voisin pour avoir tendu la pelouse. Alors, Les on a voyages, traîné c'est- les deux caisses. Les voyages, c'est ça aussi. Je pense qu'on a peut-être fait voyager autant l'équipage parti avec nous que tous ceux qui ont suivi ces péripéties assez improbables, merci parfois, et qui suivaient ça vraiment avec intérêt, je pense. J'ai jamais eu autant d'intérêt pour mon Facebook. Alors, outre les gens, bien sûr, il y a les places. Et je pense que c'est aussi important de documenter, oui, les rencontres qu'on a fait, mais peut-être les lieux qui nous ont marqués. Toi, Marc, justement, on en parle depuis tout à l'heure, ta page Facebook. Pourquoi est-ce que tu as lancé cette habitude des posts quotidiens? Puis on s'entend, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tu parlais aussi bien de la rue principale où il y avait à peu près rien, sinon une station-service et une pizzeria, à les magnifiques Rocheuses dans lesquelles nous sommes. Pourquoi est-ce que
pour toi, documenter par des posts quotidiens, de dire j'étais là, c'était important? Je sais pas si c'était important, mais je sais pas, ça me semblait naturel de le faire. On dirait que le contexte prêtait bien à ça, là. On était dans des endroits différents jour après jour, fait que c'est venu juste naturellement, là. Je vais rajouter peut-être à ça, c'était pour lui, c'était la chose tout naturellement, mais tu l'as dit en introduction, c'était à mon avis, pour moi, à mon avis, ce qui nous ramenait toujours à la base, la fierté de Martin et l'engouement et la joie de poster la pizzeria dans le fin fond de quelque part, mais de dire hey, je suis là. Puis que le lendemain, c'est une autre province, puis que le lendemain, c'est une autre ville, puis que le lendemain, c'est un autre tournage, le lendemain. Pour lui, je pense que sa façon de vivre ce moment présent-là, pour moi, me nourrit et me gardait ancré quand tout cassait, quand je me demandais comment on allait pour envoyer les vidéos qu'on était pour faire, pour gérer les problèmes. Puis c'était toujours, hey, on est là, Martin doit l'avoir dit, je sais pas combien il fait, les gars, on est au shit Gangara, les gars, on est au lac Fin fond supérieur. de la- Écoute, il l'a dit plein de fois, puis à chaque fois, c'est vrai, c'est vrai. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on oublie en voyage, et peut-être plus en road trip, quand on est sur la route, peu importe, chaque étape est importante, qu'elle se passe bien, profitons-en, qu'elle se passe mal, elle finira. Mais c'est une belle façon aussi de se rappeler que chaque instant peut être important, est important dans tout le trajet qu'on fait. Il y a eu beaucoup plus de bons que de mauvais moments, fait que les mauvais, on les met de côté. On se souvient juste des bons. Toi, Mario, on a beau avoir dit que d'un bout à l'autre, le pays était extraordinaire, il y a un endroit au Canada qui, je pense, a attiré ton cœur, ton regard, ton objectif de photographe plus que les autres, c'est les Rocheuses. Et il y avait une photo sur ta bucket list et tu l'as prise. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah, le lac Moraine. Oui, en fait, j'étais jamais allé dans l'Ouest canadien, on l'a dit tantôt. Puis il faut comprendre, Hélène, c'est quelqu'un qui aime l'océan, l'eau. Moi, j'ai découvert dans ce voyage-là que ce que j'aime, c'est les montagnes. Mais là, les montagnes, on n'a pas le Mont Saint-Bruno, là. On parle des vraies montagnes, les Rocheuses. Puis comment c'est impressionnant, comment on se sent tout petit et comment les formes sont forgées par le temps. J'avais la photo du lac Moraine que je voyais sur Instagram pendant qu'on préparait le voyage, de voir les genres de photos que j'aimerais aller prendre. Puis celle-là m'avait l'air tellement d'une photo irréelle. J'ai dit, je veux aller, je crois pas, toutes les photos que je vois. C'est aussi celle qu'on a sur notre billet de 10 l'ancien billet de 10 des années 70. Donc, j'ai pris... on a passé par là en premier une fois en allant. Il faisait gris, c'était pas beau. Donc, oui, c'était beau. On l'a bien vu. Mais en restant là, je suis revenu un autre matin où je me suis levé très tôt pour être au lever de soleil. Et là, j'ai eu le cadeau de pas de vent, donc l'effet miroir avec le ciel ouvert, le soleil qui se lève, mais qui réfléchit sur le bout des montagnes, ça devient d'un doré. Les couleurs sont juste incroyables. Et c'est vrai, c'est les couleurs qu'on voit. C'est pas trafiqué, c'est pas des fausses. C'est vraiment ce que tu vois, c'est ça. L'eau est absolument turquoise, très Ouais. soutenue. Il y a un dégradé de gris, un camailleux pierreux. Et puis finalement, effectivement, sur ta photo, il y a ces cimes qui, d'un coup, ont cette chaleur, un doré rose qui vient presque trancher, mais en douceur avec le restant des couleurs. Absolument, tu peux voir vraiment le soleil où il frappe parce que la façon que c'est disposé, puis tu as la forêt de conifères en bordure du lac. Le lac est d'un turquoise, c'est l'eau des glaciers, donc qui transporte des sédiments, puis le reflet de la lumière lui donne cette couleur-là qui est vraiment, c'est irréel, c'est la seule façon que je peux le dire, mais avec la balance de tout ce qu'il y a autour, avec le soleil, le ciel bleu et tout, ça fait juste un paysage extraordinaire. Si les gens veulent le voir, on va juste aller voir ta photo. Ouais, c'est exactement. Puis, petite chose, petite parenthèse, il y a Martin qui s'est fait offrir un cadeau par quelqu'un en hommage de son voyage, qui avait pris ma photo comme Comme peinture. ouais, Comme inspiration. comme Ouais. inspiration. Ouais. Donc J'ai du vu coup, ça. les gens peuvent voir ou la photo de Mario ou la peinture reçue par Martin. Chouette. Ça représente la même chose. Moi, je dirais c'est important de documenter son voyage. J'étais un petit peu frustrée parce qu'on a été très ambitieux sur tout ce qu'on avait à faire dans le cadre professionnel et j'aurais voulu peut-être davantage documenter ce voyage. Voyageurs qui voyageaient déjà, voyageurs qui prévoyaient de le faire, moi, je vous invite à prendre le temps, quand c'est possible, de documenter votre voyage.
parce que parfois une photo avec une petite anecdote, même si c'est quelques mots glissés, ça va vous aider à rebondir et puis aider votre mémoire. Pas besoin de tout écrire, mais peut-être juste parfois se donner des petites pistes pour aller plus loin. Puis quand vous allez retomber dessus, c'est sûr que les souvenirs reviennent tout seuls. Moi, j'ai écrit un article sur les cartes postales aux villes qu'on avait visitées, à chacune, parce que chacune, c'était pour moi comme un petit poussé. J'avais laissé ça comme des cailloux sur mon chemin. Et puis, bien sûr, le portrait des gens de l'île du Prince-Édouard qui m'avait beaucoup marqué. Alors évidemment, vous l'avez compris, on est passionnés. On a fait un long podcast aujourd'hui. Je dirais merci beaucoup Mario, Martin, on va s'arrêter là. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Je suis sûre que nos anecdotes ont résonné aux oreilles de plusieurs, ont résonné les autres peut-être à prendre la route. Moi, je vous souhaite bon vent à tous, bon vent à tous les deux aussi. J'espère qu'on reprendra la route à l'occasion ensemble pour d'autres aventures pas moins folles, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Je vous souhaite aussi, chers auditeurs, auditrices, peut-être de prendre le temps, qui sans doute nous a manqué, vous l'aurez compris dans ce road trip, de vous donner la chance de vous donner des ailes. Que ce soit pendant ces vacances, que ce soit pendant cet été, ou peut-être vos plans de vacances ont été bousculés. Donnez-vous cette chance de vous découvrir par la route, c'est un joli ruban qui nous relie tous. Comment nous suivre pour nos prochains épisodes? Eh bien, je vous donne rendez-vous tous les lundis et les jeudis dans la section podcast de lebontradignon.com pour avoir les notes détaillées, les références, les photos dont on a parlé aujourd'hui, bien sûr. Vous pouvez aussi écouter Café Noir et Table Blanc sur Spotify ou l'appli Balado de Apple. Si c'est le cas et si vous aimez notre travail, alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser une petite note d'appréciation, ça nous aide beaucoup. Il est temps de clore ce chapitre, alors je vous dis à très bientôt et surtout, bonne route! 大きな木が呆れてる花を咲かせるずっと前に